Voyons maintenant le chapitre 7 sur les lois usuelles continues. Alors, je vous préviens tout de suite, dans cette version du chapitre 7, je ferai aucune ou quasiment aucune démonstration. Je vais faire des vidéos spécifiques dans lesquelles on retrouvera chacune des lois avec les différentes démonstrations. Alors, on a vu jusqu'à maintenant les notions de variables aléatoires discrètes et continues, et on a vu les lois usuelles discrètes. On voit maintenant donc les lois usuelles continues. Alors, quand je dis les lois usuelles continues, on va en voir juste quelques-unes. Vous avez beaucoup d'autres lois, même usuelles, continues, qui existent. Je ne vais pas en parler ici. Alors les objectifs de ce chapitre, qu'est-ce qu'il faudra savoir faire? Eh bien, premièrement, connaître les différentes lois usuelles continues que je vais présenter ici. Et bien évidemment, une fois qu'on sait quelle loi on a, eh bien pouvoir calculer les probabilités des événements, l'espérance et l'écart type. Alors, dans ce chapitre, on ne va voir que 3 lois, les lois que vous avez déjà vues lorsque vous étiez au lycée. D'accord? Donc finalement très peu, voire même aucune nouveauté ici. Les seules nouveautés sont le fait que désormais on a des intégrales vraiment, ou en tout cas des fonctions vraiment définies sur moins l'infini plus l'infini, avec les intégrales avec. Et la grande nouveauté, c'est qu'on peut démontrer une grande partie des formules que vous aviez admises en terminale. Donc commençons par la loi uniforme. Alors la loi uniforme, qui est à la fois celle qui va le moins nous intéresser et qui pourtant est presque la plus utilisée. Alors dans quel contexte est-ce qu'on utilise cette loi uniforme? Eh bien par exemple lorsqu'on prend un instant au hasard dans un intervalle de temps. Ou bien de façon un peu plus générale, dès qu'on prend une mesure, quelle qu'elle soit, comprise au hasard entre deux valeurs A et B. Alors, on prend donc A et B deux réels avec A plus petit que B, comme ça on pourra écrire l'intervalle AB, et on prend la fonction petit f définie sur R par 1 sur B moins A lorsque mon x est compris dans l'intervalle AB, et 0 en dehors de cet intervalle-là, c'est-à-dire que on prolonge par 0 en dehors de l'intervalle AB. Eh bien, on peut démontrer, c'est pas très difficile, que f est une densité de probabilité. Donc elle vérifie les 3 critères des densités de probabilité. Alors, il se trouve que ce qu'on appelle la loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien c'est justement la loi de probabilité de densité qui est définie par cette fonction f qu'on vient de voir. Si je la trace, eh bien on voit qu'on a donc une fonction qu'on appelle continue par morceau, même une fonction en escalier. Donc on a 0 jusqu'à A, on a 1 sur B moins A entre A et B, et puis on a à nouveau B à partir, on a à nouveau 0 pardon, à partir de B. Donc peu importe où sont situés A et B, on aura cette forme-là dans tous les cas. Et puis la hauteur va dépendre de 1 sur B moins A. Alors, on note x suit la loi uniforme AB en mettant un U pour uniforme. Alors, maintenant qu'on a notre fonction densité, eh bien, il nous faut la fonction de répartition qui va nous servir pour pouvoir faire des calculs de probabilité. Donc la fonction de répartition de grand X, si X suit la loi uniforme sur AB, eh bien cette fonction de répartition, elle est définie de la façon suivante. Donc grand F de t, c'est 0 si t est plus petit que A, t moins A sur B moins A si t est compris entre A et B, et 1 si t est plus grand que B. Donc au niveau de la représentation graphique de cette fonction grand F, donc on a 0 jusqu'à A, on a 1 à partir de B, et si on regarde là notre fonction entre A et B, qu'est-ce qu'on a? On a t moins A sur B moins A, c'est-à-dire 1 sur B moins A fois t moins A sur B moins A, et là on reconnaît très facilement une fonction affine
donc qui va avoir pour représentation graphique une droite, ou plutôt ici un segment de droite. Alors pour pouvoir le tracer, il y a deux façons de faire. Soit eh bien, on prend l'ordonnée à l'origine, ici c'est moins a sur b moins a, et puis on prend la pente, donc quand on se déplace de 1 à droite, on monte de la pente. Ici, très clairement, ce qui est plus simple, c'est quand même de prendre deux points du segment, tant qu'à faire les deux extrémités du segment, et de regarder l'image. Donc si je prends t qui vaut a, bien vous voyez qu'on a 0. Donc on part de a 0, et puis lorsqu'on prend t qui vaut b, j'ai b moins a sur b moins a, c'est-à-dire 1. Et donc on a aussi le point de coordonnées B1. On relie les deux et on obtient la représentation graphique que vous avez ici. Alors maintenant qu'on a cette fonction de répartition, eh bien on peut sans problème donner les probabilités. Donc si je prends C et D qui sont tous les deux compris entre A et B, alors c'est le cas le plus intéressant. Pour d'autres cas, par exemple si C est plus petit que A, on adapte la formule ici sans aucun problème, puisque on sait que bien cette probabilité c'est f de D moins f de C. Et puis on vient de voir les formules, ça nous fait D moins A sur B moins A, moins C moins A sur B moins A. On a les A qui vont simplifier, et il nous reste D moins C sur B moins A. Vous voyez, si on connaît la fonction de répartition, retrouver les formules, c'est extrêmement simple. Alors d'ailleurs, pendant qu'on y est, cette formule-là, D moins C sur B moins A, eh bien, si on réfléchit un petit peu, qu'on retourne sur la représentation graphique, ça paraît évident. Pourquoi? Alors si je reprends mon dessin qui était ici, ma fonction f, eh bien, quand je prends là, je cherche la proba entre C et D, alors admettons que j'ai C ici, D là, donc C et D. La probabilité que x soit compris entre C et D, c'est quoi? C'est l'aire de ce rectangle-là. Oui, mais l'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est la largeur fois la hauteur. Ici, la largeur, c'est la largeur de l'intervalle CD, c'est-à-dire D moins C, et la hauteur, c'est 1 sur B moins A. Donc, l'aire de ce rectangle, c'est D moins C fois 1 sur B moins A. On a donc exactement ce qu'on a, entre guillemets, démontré dans le calcul précédent. Je dis entre guillemets, mais on l'a vraiment démontré, simplement on n'a pas démontré ici la formule de la fonction de répartition. Alors, si je retourne où on en était, hop, passons à l'espérance et la variance de la loi uniforme. Alors l'espérance, eh bien, elle est assez simple, puisqu'elle vaut A plus B sur 2. Alors, à nouveau, si je retourne sur mon dessin de tout à l'heure, vous voyez que donc toute ma probabilité ici, elle est comprise entre A et B. Toutes les valeurs prises sont entre A et B, et j'ai pas une seule valeur qui a plus de probabilité, plus de chances de sortir qu'une autre. D'accord? Donc, comme l'espérance, c'est en fait une sorte de moyenne, hein, bah, il paraît à peu près évident que cette moyenne, cette valeur moyenne, eh bien ici, va être située au milieu de l'intervalle AB. Puisque, eh bien, si je prends ce milieu, vous voyez bien que les valeurs se répartissent de façon totalement équitable autour. Et donc, je vais avoir une compensation des valeurs autour, d'où cette espérance, en fait, qui est le milieu de l'intervalle, B plus A sur 2. Pour la variance, c'est un petit peu plus compliqué à voir, c'est toujours plus compliqué à voir, on a du mal à vraiment sentir ce qu'est la variance. La variance pour la loi uniforme, c'est B moins A au carré sur 12. Alors effectivement, là on voit moins. Déjà, on voit un peu mieux si on considère sigma, l'écart type. Donc sigma de x, c'est quoi? C'est B moins A. Je vais mettre une valeur absolue pour m'assurer que c'est positif, mais ici il n'y a pas de souci.
divisé par racine de 12. Alors racine de 12, si je veux, je peux dire que c'est 2 racines de 3. Alors, si je reviens encore une fois à mon dessin, donc je peux mettre, on va dire que mon milieu il est par là, pas tout à fait vrai, mais bon c'est pas grave, admettons. Donc là je suis à B plus A sur 2. Si on se rappelle de ce qu'est l'écart type, l'écart type c'est quoi? C'est ça mesure la dispersion autour de cette espérance. Donc comment est-ce que les valeurs se répartissent autour? Vous voyez bien que la dispersion, elle va être proportionnelle à la largeur de mon intervalle AB. Plus mon intervalle AB va être grand et plus j'ai une dispersion, donc plus mon écart type va être grand. Au contraire, plus mon intervalle AB est petit, moins je varie, moins je suis dispersée autour de ma valeur moyenne, mon espérance. Donc ça veut dire que mon écart type il va être petit. Eh bien, dans la formule valeur absolue de B-A sur 2 racines de 3, cette valeur absolue, là, de B-A, c'est très exactement la longueur de l'intervalle AB. Donc, effectivement, dans la formule qu'on vient de voir, sigma est proportionnel à la largeur de l'intervalle, ce qui paraît logique. Après, le fait que ce soit 1 sur 2 racines de 3, là, c'est les calculs qui nous le prouvent. Faisons un petit exemple pour terminer, pas tout à fait, mais presque, cette loi uniforme. Alors, on vous dit, Armand et Lise rentrent de l'école à pied. Leurs parents savent qu'ils doivent arriver entre 17h et 18h à la maison, et on vous dit qu'on peut modéliser leur heure d'arrivée par une variable aléatoire grand X qui suit la loi uniforme sur 17-18. On est bien d'accord, c'est assez artificiel ici, c'est un exemple assez simple, juste pour voir comment ça fonctionne. Alors on demande quelle est la probabilité qu'ils arrivent entre 17h et 17h15. Alors, je cherche donc la probabilité que x appartienne à l'intervalle 17, et attention, 17h15, il faut que je le traduise en termes numériques, donc 17h15, c'est 17,25. J'applique la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc D-C sur B-A, D ici c'est 17,25, moins C, c'est-à-dire 17, divisé par B, 18, moins A, 17. Et donc, on voit ici qu'on trouve 0,25. Ce qui ici paraît logique, on n'avait pas besoin de tous ces calculs pour le déterminer. Donc il y a 25% de chances pour que Armand et Lise rentrent entre 17h et 17h15. Et puis on demande ensuite donc quand est-ce que leurs parents peuvent espérer les voir arriver. Eh bien dans ce cas-là, je vais calculer l'espérance de x. On se rappelle, on a dit que c'est A plus B sur 2, donc A 17 plus B 18 sur 2, ce qui nous fait 17,5. Ça me paraît logique à nouveau. Bon, là on fait quand même attention, quand on conclut, on ne dit pas que leurs parents peuvent espérer les voir à 17,5 heures, mais qu'ils peuvent espérer les voir arriver à 17h30. Bien, pour terminer cette loi, une remarque. Alors, les générateurs de nombres aléatoires. En réalité, on devrait dire des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, puisque on est totalement incapable de simuler un vrai aléa. Donc, les générateurs de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires, que ce soit des calculatrices, des ordinateurs, les aléas, random, etc., en fait, ils utilisent par défaut une loi uniforme. Tous. Une loi uniforme en général sur 0,1, puisque une fois que j'ai une loi uniforme sur 0,1, je peux me ramener sur n'importe quel intervalle. Vous voulez sur 2, 3, il suffit de décaler. Vous voulez sur 0, 10, il suffit de multiplier par 10. Les résultats, vous aurez quelque chose entre 0 et 10. Donc, par défaut, ce sont toujours des lois uniformes qui sont utilisées quand on veut simuler de l'aléatoire. On a quelques cas
mais c'est assez rare et c'est pas le réglage par défaut, pour lequel on peut demander un autre aléatoire, un autre aléa, une autre loi pour simuler l'aléatoire, mais en général, dès qu'on veut de l'aléatoire, c'est la loi uniforme. C'est pour ça qu'au tout début, je vous disais, c'est la loi qui nous intéresse le moins. On l'a vu, hein, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cette loi d'un point de vue mathématique. Par contre, c'est presque celle qui est la plus utilisée, en tout cas par un citoyen lambda. Voilà. Bon, passons maintenant à la loi exponentielle. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette loi exponentielle? Eh bien, par exemple, dans tout ce qui est durée de vie, mais attention, durée de vie d'un système non sujet à l'usure du temps. On est bien d'accord, c'est pas très réaliste, hein, normalement l'usure du temps fait son œuvre, mais on est obligé parfois de faire des hypothèses qui ne sont pas réalistes. Rappelez-vous, vous avez fait de la mécanique, quand on regarde des forces, que ce soit de la chute libre ou autre, on est toujours en train de dire on néglige les forces de frottement, on néglige ceci, on néglige cela. Parce que de toute façon, si on le fait pas, c'est trop compliqué. Là, c'est la même idée. On suppose que l'usure du temps n'agit pas, plutôt qu'il n'y a pas d'usure du temps, parce que comme ça, on peut faire des choses, et on peut faire des choses simplement. Mais du coup, on fait une erreur, c'est pas très réaliste. Donc, on trouve cette loi exponentielle dans la durée de vie des systèmes non sujets à l'usure du temps, et on la trouve aussi, par exemple, dans tout ce qui est temps d'attente d'un événement accidentel, que ce soit, par exemple, les tremblements de terre, ou un exemple que vous avez vu au lycée aussi, c'est la désintégration d'un noyau radioactif. On reparlera de ce cas-là dans un exemple un petit peu après. Alors, la loi exponentielle, elle a un paramètre lambda qui est strictement positif. Et donc, cette loi exponentielle, c'est la loi de probabilité qui est définie par la fonction densité qui est donnée par, 0 si x est négatif, une durée de vie c'est forcément positif par exemple, et lambda exponentielle de moins lambda x si x est positif. Alors on peut démontrer que cette fonction c'est bien une densité, elle vérifie les 3 critères, il n'y a aucun souci. Je vous laisse vous référer à l'autre vidéo si c'est ce qui vous intéresse. Alors je vous ai tracé ici des lois exponentielles pour différents paramètres lambda. Alors j'ai pas mis la partie avant 0, on ne le voit pas, il faudrait le mettre comme il faut. Vous voyez qu'en 0, eh bien on a lambda. Effectivement, si je prends la formule ici lambda exponentielle de lambda x, que je prends x qui est égal à 0, j'ai donc l'exponentielle de 0 qui fait 1, et donc f de 0, ça vaut lambda. Donc on voit qu'on part de lambda dans tous les cas, et ensuite on diminue. Alors vous voyez que plus on part de haut, plus lambda est grand, et plus on diminue rapidement. Ça c'est tout à fait logique, puisque vous prenez n'importe laquelle de ces courbes, la verte, la bleue, la orange, dans tous les cas, l'aire sous la courbe, elle vaut 1. Donc forcément, si je pars de très haut, ça veut dire que j'ai une aire plutôt grande dès le début, donc pour n'avoir que 1 en tout, oui, il faut diminuer très rapidement. Au contraire, si je pars de bas, j'ai de la place, j'ai du temps pour avoir 1, et il me faut 1, donc je ne peux pas avoir moins. Alors au niveau des notations, on dit x suit la loi exponentielle lambda en notant e, pour exponentielle. Maintenant, la fonction de répartition. Donc je prends grand X qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, la fonction de répartition de X est donnée par grand F de t qui vaut 0 si t est négatif et 1 moins exponentielle de moins lambda t si t est positif. Alors là, on voit une différence fondamentale avec ce qu'on a vu dans la loi uniforme et ce qu'on a vu dans la quasi-totalité des cas des variables aléatoires continues. Dans tous ces cas, on avait en fait des fonctions petit f, des fonctions densité, qui étaient en réalité définies sur des intervalles.
et puis qui était prolongé par 0 en dehors. Dans ce cas-là, on avait grand F qui était toujours une des fonctions pour lesquelles on avait 0 jusqu'à une certaine valeur de x, et puis 1 à partir d'une autre valeur de x. Ici, vous voyez que, oui, on a bien 0 jusqu'à, ici, jusqu'à 0. Par contre, j'ai aucun moment à partir duquel mon grand F vaut 1. Mais je vais m'en rapprocher. Si on prend là la formule de grand F, si je prends t qui tend vers plus l'infini, lambda étant positif, lambda t étant vers plus l'infini, donc moins lambda t étant vers moins l'infini, l'exponentielle, sa limite en moins l'infini, c'est 0, donc la limite de f de t en plus l'infini, ça vaut 1. Donc ça veut dire que je vais me rapprocher toujours plus de cette valeur 1. D'ailleurs, si je fais une représentation graphique, je vais avoir une asymptote horizontale, mais par contre, je ne l'obtiendrai jamais, parce que jamais je vais avoir toute ma probabilité. Il y aura toujours une valeur de x plus grande pour laquelle j'ai une toute petite chance d'avoir cette valeur-là pour grand X. Alors justement, si je fais la représentation graphique, bon, à nouveau, je n'ai pas bien mis le bout avant 0, mais vous voyez qu'on a bien une fonction qui est croissante, ici continue, et qui a pour limite 1 en plus l'infini. Alors maintenant qu'on a notre fonction de répartition, on peut calculer des probabilités. Donc on sait que pour tout réel k positif, la probabilité que x soit plus petit que k, plus petit ou égal ou strictement plus petit, on sait que dans le cas continu c'est la même chose, et bien ça par définition c'est f de k. Et donc on a 1 moins exponentielle de moins lambda k. Si on prend maintenant la probabilité de x plus grand que k, eh bien on se rappelle, ça c'est 1 moins grand F de k. J'ai donc 1 moins le 1 moins exponentielle de moins lambda k, ce qui me donne donc exponentielle de moins lambda k. Et puis, si je prends deux réels C et D, tous les deux positifs, le cas le plus intéressant, eh bien je sais que la probabilité que x soit compris dans l'intervalle CD, c'est grand F de D moins grand F de C. J'ai donc 1 moins exponentielle de moins lambda D moins 1 moins exponentielle de moins lambda C. J'ai les 1 qui vont se simplifier, moins qui fait plus, et j'obtiens exponentielle de moins lambda C moins exponentielle de moins lambda D. Alors une remarque, je vous déconseille d'apprendre ces formules-là. Ou en tout cas, si vous voulez les apprendre, apprenez-les par cœur bien correctement. Pourquoi ? Parce que le grand risque, c'est que vous mélangiez tout. Que vous considériez que le exponentiel de moins lambda k, c'est pour f de x plus petit que k, donc mélangez les deux. Et puis, pour la formule avec c et d, eh bien, si je reviens en arrière, vous voyez bien qu'on a f de d moins f de c. Et à la fin, j'ai exponentielle de moins lambda c moins exponentielle de moins lambda d. Donc vous voyez que j'ai une inversion des deux. Et là, vous risquez vraiment de tout mélanger, de vous tromper. Donc, apprenez la formule de la fonction de répartition, et on vient de le voir, ça prend quelques secondes de retrouver les formules que vous avez ici. Il faut savoir les retrouver, par contre. Bien. Et l'espérance et la variance. Alors là, on est quand même sur une fonction qui définit surtout R, avec des valeurs qui vont vraiment vers l'infini. Donc, pour l'espérance et la variance, on a des intégrales généralisées, et donc on ne sait pas par avance si ça existe. D'accord ? Alors là, en l'occurrence, on peut démontrer que les deux existent, et on peut montrer que l'espérance, eh bien, c'est 1 sur lambda, et la variance, c'est 1 sur lambda carré. Alors, j'en profite pour insister sur un point. Surtout,
ne mélangez pas la loi de Poisson et la loi exponentielle. C'est une erreur assez classique que je vois chaque année. Ce sont des lois différentes, totalement. La loi de Poisson, c'est une loi discrète. La loi exponentielle, c'est une loi continue. Donc déjà là, ça n'a rien à voir. Le grand X qui suit ces lois-là ne prennent pas du tout les mêmes valeurs. Pour la loi de Poisson, ça ne prend que des valeurs entières. Pour la loi exponentielle, ça peut prendre tout un intervalle de valeurs. Ensuite, au niveau des formules, vous avez, dans le cas de la loi de Poisson, la probabilité qui est donnée par exponentielle de moins lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. Ici, dans la loi exponentielle, la fonction densité, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Et puis, différence fondamentale, et c'est plus là où on a l'erreur, l'espérance et la variance. Pour la loi de Poisson, l'espérance et la variance sont toutes les deux égales à lambda. Dans le cas de la loi exponentielle, vous voyez que l'espérance vaut 1 sur lambda et la variance vaut 1 sur lambda carré. Donc, si vous mélangez tout, vous allez complètement vous tromper. Bon, ceci étant dit, faisons un exemple, ou plutôt deux, mais commençons par celui-là. Alors on vous dit, donc on considère que le temps d'attente en minutes à un guichet du service après-vente d'un magasin peut être modélisé par une variable aléatoire grand T qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,2. Admettons, quelle est la probabilité d'attendre un temps inférieur ou égal à 5 minutes? On cherche donc ici P de T, alors inférieur ou égal à 5, puis tant qu'à faire, je vais dire positif, puisque c'est un temps d'attente, mais vous pouvez mettre P de T plus petit que 5, de toute façon, la probabilité vaut 0, avant 0. Bon, et bien j'applique les formules qu'on vient de voir, donc j'ai 1 moins exponentielle de moins 0,2, qui est mon lambda, fois 5, c'est-à-dire 1 moins 1 sur E, qui fait à peu près 0,632. Ensuite, quelle est la probabilité d'attendre plus de 10 minutes? Donc cette fois, je veux P de T plus grand que 10. Plus grand ou égal, strictement plus grand, ça ne change rien. J'applique formule du cours, j'ai donc exponentielle de moins 0,2 fois 10, c'est-à-dire exponentielle de moins 2 qui fait à peu près 0,135. Enfin, combien de temps le client peut-il espérer attendre? Je cherche donc espérance de t. On a dit c'est 1 sur lambda, donc 1 sur 0,2, ce qui nous donne 5. Donc un client peut espérer attendre 5 minutes. Voyons un deuxième exemple. La fameuse durée de vie d'un noyau radioactif. Alors, je vous dis ici, donc on modélise la durée de vie d'un noyau radioactif par une variable aléatoire grand T qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. D'ailleurs, le paramètre lambda, c'est ce qu'on va appeler la constante radioactive du noyau en question. Je lirai la deuxième partie pour la deuxième question. Faisons la première. Je vous dis, on suppose qu'en moyenne, un noyau de césium-137 se désintègre au bout de 43,5 ans. Et donc, je cherche la constante radioactive du césium-137, c'est-à-dire je cherche lambda. Alors, je vais traduire, donc on nous dit en moyenne, un noyau de césium-137 se désintègre au bout de 43,5 ans. Ça veut dire que, eh bien, E de T, c'est égal à 43,5 ans. Bon, maintenant, E de T, je connais, je sais que c'est 1 sur lambda. J'ai donc 1 sur lambda qui est égal à 43,5, d'où lambda qui est égal à 1 sur 43,5, ce qui fait à peu près 0,023. Donc la constante radioactive du césium-137, c'est à peu près 0,023. Je reviens sur l'énoncé.
on nous dit la demi-vie radioactive d'un noyau, c'est la médiane T1,5 de la variable grand T, telle que la probabilité que grand T soit plus grand que T1,5, c'est égal à la probabilité que grand T soit plus petit que T1,5, et donc forcément c'est 0,5. Donc, c'est-à-dire que pour un noyau radioactif, sa demi-vie, eh bien c'est le nombre tel que la durée de vie a autant de chances d'être plus petite que d'être plus grande. Alors on vous dit donc, on suppose que la demi-vie du cobalt-60 est 5,27 ans, et on veut trouver la constante radioactive du cobalt-60, c'est-à-dire le lambda. Alors là, on a le choix. Soit on prend comme équation P de T plus grand que T1,5 qui est égal à P de T plus petit que T1,5, ou bien je prends P de T plus grand que T1,5 égal à 0,5, ou alors je prends P de T plus petit que T1,5 égal à 0,5. Alors ici, par exemple, je vais prendre la plus simple, c'est-à-dire P de T plus grand que, alors T1,5 ici c'est 5,27, qui est donc égal à 0,5, égal à 1,5. Bon, je connais la formule de P de T plus grand que 5,27, c'est donc exponentielle de moins 5,27 lambda, et ça doit être égal à 1,5. Je prends le log, et allez, je prends le log, j'ai moins 5,27 lambda, qui est égal à log de 1,5. Attention, log de 1,5 c'est moins log de 2. Et donc, j'ai lambda qui est égal à log de 2 divisé par 5,27, ce qui fait à peu près 0,132. Donc la constante radioactive du cobalt-60 vaut à peu près 0,132. Une propriété et définition qui est totalement propre à la loi exponentielle. Donc je prends grand X, une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Eh bien je sais que pour tout réel t positif et h positif, la probabilité que grand X soit plus grand que t plus h, sachant que x est plus grand que t, c'est égal à la probabilité que x soit plus grand que h. Alors cette propriété n'est pas difficile du tout à démontrer. Vous utilisez simplement la définition des probabilités conditionnelles et vous allez voir que ça vient immédiatement. Qu'est-ce que veut dire cette propriété? Comment est-ce que je peux la traduire? Eh bien, si je raisonne par exemple en tant que durée de vie, si je dis x est une durée de vie, cette propriété, elle me dit que la probabilité que la durée de vie soit plus grande que t plus h, disons, allez, je sais pas, que la durée de vie soit plus grande que 9, sachant que la durée de vie est déjà plus grande que 5, eh bien c'est égal à la probabilité que la durée de vie soit juste plus grande que 4. C'est-à-dire que finalement on ne tient pas compte des 5 années qui sont déjà passées, où mon système a déjà vécu. Ce qui compte, c'est simplement le fait que il reste 4 ans pour lesquels je me pose la question. On dit que la loi exponentielle est sans vieillissement ou qu'elle est avec absence de mémoire. Attention, je redis, si on raisonne en termes de durée de vie, on est en train de raisonner pour un système qui n'est pas soumis à l'usure du temps. Donc, dire que la durée de vie, c'est juste ce qui reste à faire qui compte, ça va que s'il n'y a pas d'usure du temps. Sinon, bien évidemment, le fait que ça fasse déjà 2 ans ou 10 ans que mon système il fonctionne, ça a de l'importance. Mais là, on suppose qu'il n'y a pas d'usure du temps. Un petit exemple. Alors, on considère un appareil dont la durée de vie en années suit la loi exponentielle de paramètre 0,05. Et donc, d'après la propriété, la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 9 ans, sachant que la durée de vie est supérieure à 4 ans, typiquement, ça fait déjà 4 ans que ça fonctionne, eh bien, d'après la propriété qu'on vient de voir, c'est égal à la probabilité
que la durée de vie, x, soit plus grande que 5. Et puis on peut terminer le calcul. J'ai donc exponentielle de moins 0,05 fois 5, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,25, ce qui fait à peu près 0,779. Donc il y a 77,9% de chance pour que l'appareil en question ait une durée de vie supérieure à 9 ans, en sachant qu'il a déjà fonctionné 4 ans. Bien. Passons maintenant aux lois normales. Vous voyez qu'il y a un S, puisque des lois normales, il en existe une infinité. Alors, dans quel contexte est-ce qu'on utilise la loi normale? Eh bien, pour tout ce qui est simulation, modélisation, des phénomènes naturels très fréquents qui résultent de l'addition en général de plusieurs causes indépendantes qu'on a du mal à séparer et pour lesquelles on a du mal à donner vraiment une importance. Bon, ce sont les phénomènes fréquents, ce sont les phénomènes naturels, ce sont les phénomènes normaux, d'où ce terme de loi normale. C'est celle qui modélise tout ce qui est normal. Alors commençons par le cas particulier de la loi normale dite centrée réduite. Alors je vous rappelle qu'une variable aléatoire est dite centrée si son espérance vaut 0, et qu'elle est dite réduite si son écart type vaut 1. Alors, la loi normale centrée réduite, c'est la loi qui a de probabilité, définie sur R, qui a pour fonction densité eh bien, f de x qui vaut 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. Alors, c'est une fonction densité, ça veut dire qu'elle vérifie les 3 critères. Par contre, ici, nous, on est bien embêtés. On est obligé d'admettre que c'est bien une densité de probabilité, puisque montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx existe et est égale à 1, eh ben c'est pas à notre portée, on n'a pas les connaissances, les compétences pour le faire. D'ailleurs, la fonction f ici, elle est bien définie sur R. Donc ça veut dire que toutes les intégrales qu'il y a à faire, donc que ce soit pour montrer que c'est une densité, que ce soit pour l'espérance, que ce soit pour l'invariance, toutes ces intégrales-là sont des intégrales généralisées avec des problèmes des deux côtés. Donc ça veut dire que pour faire les calculs, il faut couper les intégrales en deux, remplacer chacune des deux bornes infinies par un grand A, un grand B, ce que vous voulez, étudier séparément, est-ce que ça existe, et si oui, on peut regrouper. Alors, je vous ai tracé la fonction f, ici, et puis, vous voyez que, eh bien, si je veux calculer une probabilité, il faut donc que je calcule une aire sous cette courbe-là. Alors, cette courbe, on voit qu'elle a une forme bien particulière, on parle de courbe en cloche. Et puis, donc, au niveau notation, eh bien, la loi normale centrée réduite, on la note n est 0,1. Alors, on va le redire après, mais pourquoi 0,1? Parce que son espérance vaut 0 et sa variance vaut 1. Alors pour calculer une probabilité, si je prends C plus petit que D, la probabilité que grand X soit compris entre C et D, bien c'est l'intégrale de C à D de f de x dx. Sauf que cette intégrale-là, on est incapable de la faire puisqu'on n'a pas de primitive, on ne peut pas faire une IPP, on est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on veut calculer des probabilités pour la loi normale? On va utiliser la calculatrice. Je vous laisserai vous référer à la vidéo qui est dédiée à l'utilisation de la calculatrice pour savoir comment faire. Bon, on peut quand même dire quelques petites choses. Donc, premièrement, comme c'est une densité de probabilité, même si on l'a admis, ça veut dire que l'aire totale sous la courbe de f, ça vaut 1, même si j'ai des valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La deuxième chose que je peux dire, c'est que, eh bien, quand je prends un repère orthogonal, attention c'est important, la courbe qui représente la fonction f, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que f de moins x, c'est donc 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins x au carré sur 2, et ça, c'est 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins, le moins x au carré me donne x au carré,
sur 2, et ça c'est égal à f de x. Ça veut dire que la fonction f, elle est paire, et que la courbe représentative, dans un repère orthogonal, c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, cette symétrie, elle est importante. Par exemple, on peut en déduire que la probabilité que x soit plus petit que 0, c'est égal à la probabilité que x soit plus grand que 0. Bah oui, si je prends mon dessin, la probabilité que x soit plus petit que 0, c'est donc l'aire de toute cette partie-là. Alors, toute cette partie, en allant jusqu'à moins l'infini. Vous voyez bien que par symétrie, c'est égal à l'aire que j'ai de l'autre côté. Et là, l'aire que j'ai de ce côté, qui va jusqu'à l'infini, c'est quoi? C'est p de x plus grand que 0. Et puis, je sais que le tout, quand je prends l'aire en bleu et l'aire en vert, j'ai 1. Donc, comme j'ai les deux mêmes morceaux des deux côtés, forcément, les deux sont égaux à 1,5. Une autre chose que je peux démontrer grâce à la symétrie. Si je prends, alors ici on nous dit donc un U, alors je sais pas, moi je vais prendre U par exemple qui est ici, et puis donc je vais avoir moins U en face, par symétrie. Donc j'ai U qui est là, et j'ai moins U qui est ici. Eh bien, l'aire ici, en bleu, donc qui correspond à P de x plus petit que moins U, vous voyez bien que c'est égal à l'aire ici en vert, qui est donc P de x plus grand ou égal à U. Et puis, vous voyez aussi que c'est égal à l'aire de tout ça en jaune. Alors, quand je dis tout ça, ça va jusqu'à moins l'infini aussi. Je vais jusqu'à U, hop. C'est-à-dire tout sauf l'aire verte. Et donc, j'ai l'aire verte qui est, ou plutôt, si je fais l'aire jaune plus l'aire verte, j'ai 1, d'où le P de x plus grand ou égal à U qui est égal à 1 moins P de x plus petit ou égal à U. Je peux aussi dire, là, si je reprends, je vais reprendre, tiens, mon U et moins U de la même façon. Donc, hop, j'ai U ici, moins U là. L'aire entre les deux. L'aire sous la courbe, entre les deux. Donc, probabilité que x soit compris entre moins U et U. Eh bien, vous voyez bien que c'est 1, c'est-à-dire tout, sauf l'aire jaune, qui est ici, et sauf l'aire verte qui est ici. Si je fais la verte plus la bleue plus la jaune, j'ai bien 1. Donc la bleue, c'est 1 moins la verte moins la jaune. Oui, mais on a dit tout à l'heure, la verte, elle est égale à la jaune. Donc, en fait, j'ai l'aire bleue, c'est 1 moins 2 fois l'aire jaune. Et l'aire jaune, c'est P de x plus grand ou égal à U. Et puis, ce qui nous servira beaucoup dans les calculs, c'est la suivante. Alors, elle est plus difficile à voir sur le dessin. Par contre, elle est très facile à montrer. Quand on repart là du 1 moins 2 P de x plus grand ou égal à U, P de x plus grand ou égal à U, ligne juste au-dessus, on sait que ça c'est 1 moins P de x plus petit ou égal à U. Si je regroupe tout ça, j'ai quoi? J'ai 1 moins 2 plus 2 P de x plus petit ou égal à U. Bon 1 moins 2, ça me fait moins 1, et j'ai le 2P de x plus petit ou égal à U, qui me donne la formule que j'ai là. Donc elle est très facile à retrouver aussi. Celle-là va beaucoup nous servir, soit dans ce chapitre pour faire un certain nombre de calculs de probabilité, ou plutôt des recherches de U telles qu'on a une certaine probabilité avec la calculatrice, et ça nous servira aussi beaucoup quand on sera dans le chapitre 10. Donc ces propriétés qui sont là, vous pouvez les apprendre par cœur. En tout cas, il faut être capable de les retrouver, et ça passe par les petits dessins que je viens de vous faire. Là, j'ai pas démontré vraiment les choses, mais vous voyez qu'on les voit très facilement. Bon, notre loi
normale N01, j'ai déjà vendu la mèche, son espérance c'est 0 et sa variance c'est 1. C'est pour ça qu'on note N01. Bon, passons maintenant aux lois normales de façon générale, toutes les autres lois normales. Donc on va noter N avec M et sigma carré. Alors, comment est-ce qu'on définit ça? Eh bien, on prend donc M et sigma, de réels. Alors attention, sigma est strictement positif. Hein. Sigma, c'est un écart type, donc c'est forcément positif ou nul. Là, on prend sigma carrément strictement positif. De toute façon, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit la loi normale N, M sigma carré. Si, quand je construis une nouvelle variable aléatoire grand Z en faisant X moins M divisé par sigma, eh bien, cette nouvelle variable aléatoire, elle suit la loi normale centrée réduite N01. Donc, si, quand je fais X moins M sur sigma, j'ai une loi normale centrée réduite, alors ça voulait dire que j'avais X qui suivait une loi normale M sigma carré. D'ailleurs, quand on fait là, cette opération-là, on dit qu'on centre et qu'on réduit notre variable aléatoire. Dans l'autre sens, si Z suit une loi normale N01, alors M plus sigma Z suit du coup une loi normale M sigma carré. Alors retenez bien ça, on va le faire régulièrement, on va utiliser régulièrement cette façon de passer d'une loi normale quelconque à une loi normale N01 ou l'inverse, éventuellement s'il y a besoin. L'avantage de la loi normale N01, c'est qu'on la connaît très très bien. Les autres, il y en a une infinité, d'accord? Donc on peut faire des calculs, mais on ne les connaît pas si bien que ça. Alors, si X suit la loi normale N, M sigma carré, sa densité F est donnée par cette fonction un peu compliquée qui ressemble un petit peu à celle qu'on avait pour une N01, qui est un cas particulier, mais vous voyez qu'on a du M, on a du sigma qui se balade un petit peu partout et qui est très compliqué. Alors, cette fonction, on ne sait pas du tout l'intégrer, encore moins que la fonction densité pour la N01, d'accord? Donc, on va admettre également que c'est une densité, et puis quand on fera des calculs de probabilité, pareil, on utilisera la calculatrice. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que déjà la courbe de f, alors qui va ressembler, qui sera aussi une courbe en cloche, c'est ce qu'on appelle une gaussienne. C'est un autre nom qu'on lui donne, gaussienne qui vient de Gauss. Et cette fois, elle est symétrique, donc pas par rapport à l'axe des ordonnées, mais elle est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale m. Et donc, on va aussi avoir des symétries autour de m qu'on pourra utiliser en cas de besoin. Et puis, une dernière remarque, cette loi normale, on l'appelle aussi la loi de Laplace-Gauss. C'est un autre nom, tout simplement parce que messieurs Laplace et Gauss ont à un moment donné étudié cette fonction-là. Alors je vous ai fait ici quelques représentations graphiques, donc vous voyez que j'ai fixé M, donc j'ai M qui vaut 5, et si vous regardez, on voit peut-être pas bien, je vais le tracer, j'ai la droite ici x qui est égale à 5, vous voyez bien qu'on a toutes les représentations graphiques qui sont bien symétriques par rapport à cette droite-là. Bon, alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'on a effectivement des espèces de courbes en cloche. Par contre, il y en a qui donnent une forme un peu plus de pic, puis il y en a qui sont bien étalées. Alors, ce qu'on remarque, c'est que lorsque sigma est petit, on prend l'exemple par exemple de sigma égale 2, eh bien j'ai une espèce de pic. Oui, mais si on se rappelle de ce qu'est sigma, sigma c'est l'écart type. L'écart type, c'est ce qui mesure la dispersion autour de la moyenne, autour de l'espérance. Là, l'espérance, elle vaut 5. Mon écart type est petit, ça veut dire que je m'écarte pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de dispersion autour. Donc oui, forcément, le gros des valeurs, il est très proche de cette espérance. Donc c'est normal que j'ai cette notion un petit peu de pic. Au contraire, si je prends sigma qui est grand, ça veut dire que j'ai beaucoup de dispersion autour de ma valeur moyenne. Et donc, effectivement, je vais avoir
plus de valeurs, mais un peu partout, donc quelque chose de plus aplati. Si maintenant je fixe sigma et que je fais varier m, eh bien on voit qu'on a la même courbe, simplement elle est décalée, elle est translatée. Je garde toujours ma symétrie par rapport à x égale à m, hein, vous pouvez le voir là sur les différents cas. Alors, si x suit la loi normale de paramètres m et sigma carré, eh bien l'espérance de x vaut m et la variance de x vaut sigma carré. D'ailleurs, une remarque, vous voyez que moi j'ai toujours noté là dans le cours m et sigma carré. J'ai pas mis m et variance de x, ce que j'aurais pu faire, hein. C'était tout à fait correct. Je vais toujours dans le cours et dans les exercices noter sigma carré, même si j'ai sigma qui est un nombre. Par exemple, je noterai 3 au carré et pas 9. Pourquoi? Tout simplement parce que les calculatrices demandent sigma et pas sigma carré. Donc en prenant l'habitude de bien noter sigma carré tout le temps, il y a plus de chances pour que vous pensiez à bien utiliser le sigma et pas le sigma carré. Alors d'ailleurs, hein, ici pour démontrer qu'on a ces valeurs-là, c'est très simple, hein, on pose par exemple t qui est égal à x moins m sur sigma, donc la variable centrée réduite. Je sais que t, du coup, suit une loi normale n01. Ça veut dire que l'espérance de t vaut 0. Oui, mais l'espérance de t, c'est quoi? C'est l'espérance de x moins m sur sigma. Et espérance de ax plus b, on sait que c'est a fois espérance de x plus b. Donc on a assez facilement que l'espérance de x, ça vaut m. Je vous laisse plus détailler s'il y a besoin. Pareil pour la variance. Variance de t, on sait que c'est égal à 1. C'est donc variance de x moins m sur sigma qui est égal à 1. Mais variance de ax plus b, on sait que c'est a carré variance de x. Donc ici, on obtient 1 sur sigma carré variance de x qui vaut 1, d'où variance de x qui vaut sigma carré. Terminons par un petit exemple. Alors, on modélise par une loi normale d'espérance m et d'écart type sigma le temps grand T en secondes mis par un sportif amateur pour parcourir un 100 mètres. Et ce sportif a remarqué qu'il mettait en moyenne 13 secondes à parcourir la distance, et puis qu'il arrivait à descendre en dessous des 12 secondes pour 5% de ses courses. Et donc on veut déterminer les valeurs de m et de sigma. Alors, le temps moyen pour parcourir 100 mètres, c'est 13 secondes, donc ça veut dire que l'espérance m vaut 13. Et puis on sait que donc la probabilité pour que le temps mis soit inférieur à 12, c'est égal à 0,05. Alors on ne peut pas utiliser directement ça pour trouver sigma. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se ramener à une loi normale centrée réduite qui, elle, est bien connue. Donc je vais centrer réduire, je vais poser donc z qui était moins m, on a dit que c'était 13, divisé par sigma. Je sais alors que z suit une loi normale n01. Bon, t plus petit que 12 en termes de z, ça veut dire que z est plus petit que 12 moins 13 qui fait moins 1, donc sur sigma. D'où p de t plus petit que 12, c'est égal à p de z plus petit que moins 1 sur sigma, qui est égal à, du coup, on nous dit 0,05. J'utilise maintenant ma calculatrice, je vous laisse aller voir la vidéo consacrée à ça, et je trouve que le réel u tel que p de z plus petit ou égal à u, c'est 0,05, ça vaut à peu près moins 1,645. Ça veut donc dire que moins 1 sur sigma, ça vaut à peu près moins 1,645, et donc sigma, c'est donc 1 sur 1,645, hein, les moins se simplifient, ce qui fait à peu près 0,608. Voilà qui termine ce chapitre.